Bonjour à tous, bienvenue. On va attaquer tranquillement, on va laisser le temps aux dernières personnes d'arriver. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par les petites cités de caractère dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'ANCT et les petites villes de demain autour de la thématique de la revitalisation des territoires à partir du patrimoine. Juste pour rappeler, quelques rappels sur la façon dont ça va se passer, dont on va procéder. Nous sommes en configuration webinaire, donc euh, plusieurs intervenants pour vous présenter un petit peu un cadrage du sujet et puis quelques retours d'expérience. Et je remercie beaucoup les personnes qui ont accepté de participer à cette présentation. Ils se présenteront eux-mêmes, Nicolas Monco, Nicolas Jean, Jean-Pierre Legrand et Clémence Bonnet. Et puis, pour interagir, donc vous avez deux espaces, l'un pour les discussions, pour les échanges, et l'autre pour les questions et réponses. Questions-réponses que nous traiterons soit en direct par l'écrit, soit des questions que nous rapporterons à nos intervenants, puisqu'après chaque intervention, on fera vraiment une pause pour le temps de questions et de réponses. Juste si on peut maintenant avancer un peu dans la présentation, on va attaquer le sujet. Voilà. Alors, on est sur juste une petite introduction sur ce sujet de pourquoi un webinaire sur le tourisme dans le cadre des petites cités de caractère. Juste pour vous rappeler que les petites cités de caractère, donc cette association qui regroupe aujourd'hui 216 communes, toute ville, toute petite ville historique, et dans le cadre du projet associatif, toujours l'idée de rester des villes à vivre, des villes attractives, des villes qui cherchent à attirer des habitants, des acteurs économiques, et qui pour cela valorisent leur patrimoine à des fins d'attractivité. Donc, le projet des petites cités de caractère est vraiment de travailler sur la revitalisation économique, le développement des territoires, leur attractivité, d'abord pour une ville à vivre au quotidien, et à travers le patrimoine, de travailler vraiment sur la valorisation de l'ensemble de la cité et surtout quasiment tous les pans d'une politique municipale, c'est-à-dire intégrer la dimension patrimoniale dans l'urbanisme, dans l'habitat, dans le commerce, évidemment dans la culture et le tourisme, dans l'environnement, etc., etc. Donc, c'est ce travail sur l'attractivité des communes qui nourrit en fait le projet touristique. Souvent, je dis que le tourisme dans nos communes est une conséquence heureuse d'un travail fin, de qualité, exigeant sur la valorisation du patrimoine. Mais c'est aussi une composante essentielle de notre projet. Et depuis maintenant bientôt 50 ans que les petites cités de caractère existent, cette dimension touristique, c'est-à-dire l'accueil d'un visiteur qui vient pour découvrir la cité, ses patrimoines, qui vient dans le cadre d'une excursion ou d'un séjour, fait partie du projet. Mais il s'agit aussi de travailler sur les équilibres, et on va voir à travers les retours d'expérience qui nous seront proposés, justement sur l'équilibre à chercher et à trouver entre cette ville à vivre au quotidien et cette ville touristique. Au cœur de notre proposition touristique, depuis maintenant bientôt 50 ans, il y a l'idée de raconter la cité, ses patrimoines, son histoire, sa culture, ses cultures, et évidemment ses habitants. Et puis de travailler beaucoup sur l'animation, alors de l'animation culturelle aussi bien pour tous les publics, qu'ils soient les personnes qui vivent à l'année, les personnes qui vivent proches de la cité, ou les personnes qui viennent dans le cadre de séjours ou d'excursions. Donc, tous ces travaux nous ont amenés, et depuis longtemps, à travailler avec notamment des partenaires institutionnels, avec les départements, avec les conseils régionaux, avec le ministère, et notamment le ministère de la Culture, et puis, alors, le ministère, le secrétariat, enfin, ça change régulièrement du tourisme,
justement sur cette proposition culturelle et patrimoniale que l'on peut apporter à travers nos petites cités de caractère. Mais concrètement, et ce sera aussi le retour d'expérience qui sera proposé, comment ça se passe dans les communes pour trouver cette articulation entre économie touristique et les autres formes d'économie. Donc, aujourd'hui, et à le moment où tout le monde s'interroge sur le tourisme durable, les sujets d'articulation entre les travaux sur la ville durable et le tourisme durable, et on va le voir, et je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Monco, qu'il s'agit là aujourd'hui d'un enjeu pour l'État, pour le gouvernement, de travailler sur la notion de développement du tourisme durable, et notamment à partir de cette proposition culturelle que nous avons dans les territoires. Allez, Nicolas, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis, comme la slide l'indique, Nicolas Monco, chargé de mission tourisme et attractivité au ministère de la Culture en administration centrale. Le titre de l'intervention, Faire de la France la première destination mondiale du tourisme durable, fait référence à un objectif qui a été posé en novembre 2021 par le Premier ministre dans le cadre d'un plan de relance, mais qui se nomme également plan de reconquête et de transformation du tourisme en France, puisqu'il est bien question de transformer également notre modèle de développement touristique afin de faire de la France, à une échéance de 10 ans, un pays principal, un des pays leaders, si possible, du tourisme durable. Ce plan fait suite donc à la crise sanitaire qui a représenté, chacun le sait, un choc sans précédent pour les secteurs du tourisme, mais également de la culture. Il se trouve qu'au sortir de la crise sanitaire, quelles sont les tendances que nous voyons et les transformations qui se sont opérées? Il faut souligner qu'elles étaient déjà présentes avant la crise sanitaire, mais que cette crise les a probablement confirmées d'une part et accélérées. Elles sont le reflet, ces transformations, d'une attention, il faut souligner également, de plus en plus forte de la société, de nos contemporains en matière de préservation de l'environnement, la prise de conscience, par exemple, bien réelle de l'impact de la consommation touristique, incluant l'aérien, cet impact sur les territoires, sur l'environnement, qui est souvent exposé à une très forte pression. C'est aussi une demande de respect plus grand d'un ensemble de valeurs éthiques et sociales. C'est aussi une demande d'authenticité et davantage de sens dans l'expérience, qui se traduit par une volonté d'une plus grande vivre le tourisme comme une rencontre, et c'est aussi un rejet de plus en plus grand du tourisme de masse. Alors, ce que l'on retient de cette période et des transformations qu'elle a opérées, c'est que, comme la slide l'indique, un tourisme domestique reprend considérablement de la vigueur. Avec l'impossibilité de sortir des frontières pendant de longs mois, les Français ont redécouvert le plaisir et l'envie de vacances et de tourisme en France. C'est un besoin fort, une envie de redécouverte et de réappropriation de son territoire, de notre territoire, en profondeur, dans ses moindres lieux, dans ses moindres espaces, et surtout de redécouvrir les espaces qui ne sont pas les plus fréquentés, par exemple tous les espaces ruraux. Cette première tendance, le tourisme domestique qui redémarre, est véritablement vécue ou analysée comme une tendance de fond par de nombreux experts. Le tourisme de proximité est également une valeur qui est extrêmement en hausse. Avec la crise sanitaire et les restrictions des mobilités, la valorisation du local a gagné sensiblement de terrain et les professionnels l'ont bien compris. Observons que les territoires n'ont jamais autant communiqué pour promouvoir ce tourisme de proximité. La redécouverte par des visiteurs locaux, ce que je pourrais appeler des touristes à domicile, la redécouverte de leur environnement habituel de vie, des alentours, des lieux de proposition qui d'ordinaire pouvaient leur échapper. Et cela rejoint également les préoccupations environnementales, sociales et sociétales que j'évoquais plus haut. La réduction donc de longs déplacements, le recentrage sur le territoire et son identité, le soutien aux circuits courts et à l'économie locale. Itinérance et nomadisme font de plus en plus d'adeptes. La crise sanitaire est venue confirmer l'attirance pour le slow tourisme dans les intentions et le comportement des Français, ce que mesurent de très nombreux baromètres. Rendus sédentaires par le confinement, les touristes français, européens, sont de plus en plus friands d'un tourisme nomade, d'indépendance qui se tient à l'abri des foules. Il s'agit de prendre son temps en employant un mode de déplacement spécifique qui est aussi central dans l'expérience de voyage, aussi central que la destination. Et surtout, l'idée de répartir le voyage dans le temps, moins souvent, pas tous en même temps,
et dans l'espace, c'est-à-dire pas tous au même endroit, est une pratique qui est en passe de devenir un véritable mode de vie pour certains. Enfin, l'habitant devient un acteur clé de la redécouverte ou de la découverte des destinations. Depuis quelque temps, le développement de plateformes collaboratives a permis à l'habitant de devenir un acteur de l'offre touristique et économique de son territoire. Désormais, son rôle va beaucoup plus loin. Il est intégré dans les politiques de développement touristique, dans les stratégies de mise en désir, si je puis m'exprimer ainsi, des territoires. Il est au centre des regards, voire un auteur lui-même et un accompagnateur d'offres plus authentiques. C'est une tendance de fond qui s'inscrit là aussi dans une vision d'un tourisme d'avenir plus social, plus solidaire et plus résilient. Je peux passer à la slide suivante. Donc, j'y faisais allusion. Le plan donc, présenté par le Premier ministre en avril 2021 se décompose de 5 axes qui sont listés. Donc, reconquérir les talents, soutenir la montée en qualité de l'offre touristique, valoriser et renforcer les atouts touristiques français. Je m'y arrête un instant. C'est dans ce 3e axe que est inclus le fait de pouvoir s'appuyer pour transformer notre modèle de développement touristique sur l'immense richesse de nos patrimoines culturels et naturels qui ont d'ailleurs tout à voir ensemble. Il s'agit ensuite, plus loin, de répondre donc aux enjeux de transformation du secteur, notamment au travers le sujet du numérique, et enfin, de repromouvoir la destination France au travers aussi, je le signale, quelques grands événements sportifs qui n'ont échappé à personne, les Jeux Olympiques, par exemple, qui arrivent. Dans cette affaire, donc, quelle place pour la culture et pour les patrimoines? La grande question qui regarde le tourisme au plan mondial, mais également en France, c'est la question de la répartition des flux touristiques. Aujourd'hui, au niveau mondial, on pense qu'à peu près 95% des touristes se dirigent vers 5% des terres. En France, on pense que c'est à peu près 80% des touristes qui fréquentent à peine 20% du territoire. Eh bien, dans cette affaire, et c'est aussi ce que porte le plan Destination France, on pense que l'offre culturelle pris dans toutes ses dimensions, le patrimoine bien évidemment, mais aussi la création artistique, nos industries culturelles et créatives, notre patrimoine culturel immatériel, notre art de vivre, la gastronomie, etc., sont probablement le meilleur levier pour arriver à offrir une offre nouvelle, diversifiée, renouvelée, innovante, qui peut être présente dans l'ensemble du territoire, puisque la culture, au sens très large du terme, est probablement ce qui est le mieux réparti sur l'ensemble du territoire. Sur l'accent donc sur la proximité et l'itinérance, j'en parlais déjà précédemment. On se rend compte aujourd'hui, après le renouvellement des exécutifs régionaux, que tous incluent aujourd'hui, au moment de définir leur schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, tout le monde met l'accent sur cette dimension de tourisme de proximité, en ayant analysé que les visiteurs de proximité deviennent aujourd'hui une donnée incontournable, près d'un quart, effectivement, des visiteurs d'un territoire. Qu'appelle-t-on clientèle de proximité? On parle des résidents et des locaux qui se situent à peu près à moins de 100 km, qui peuvent faire des excursions dans la journée. On parle aussi des clientèles intrarégionales, à l'intérieur de la région. Pensons aussi à tous ceux qui sont détenteurs de résidences secondaires. Et on parle aussi de visiteurs qui peuvent venir de régions de proximité, des régions voisines. Aujourd'hui, tous ces schémas sont analysés par les acteurs professionnels avec cette évolution, avec la nécessité d'élaborer des stratégies tout à fait précises en direction de ces touristes de proximité pour séduire, capter et fidéliser cette clientèle qui demande à être surprise, dépaysée et à partager en famille des offres nouvelles. Il s'agit à partir de cela, et ça rejoint tout à fait le cœur de la démarche autour du patrimoine que nous poursuivons avec les petites cités de caractère, il s'agit de proposer une multitude d'offres thématisées de redécouverte du territoire où la culture, je le souligne à nouveau, occupe une grande place pour construire des propositions originales et porteuses de sens. Il s'agit aussi de construire des récits, des histoires du territoire qui sont déterminantes dans le désir de ce territoire. Il s'agit aussi de pouvoir animer son territoire toute l'année. Il s'agit enfin de pouvoir proposer des parcours de balades ou d'escapades avec de multiples modes de mobilité,
Quoi de mieux, en effet, que de jeter un œil nouveau sur sa région et que de la découvrir autrement, à vélo, à pied ou à cheval, par exemple. Enfin, le sujet aussi qui est fondamental, c'est celui de changer de culture, de passer d'une culture quantitative, rappelons-nous les objectifs précédents de la France, 100 millions de tourisme à l'horizon 2020, de touristes internationaux, donc de passer d'une culture quantitative à une culture qualitative. Le tourisme de demain mérite en effet cette approche. La performance touristique ne peut se focaliser uniquement sur l'augmentation du nombre de touristes qui fréquentent un territoire. Il doit mieux appréhender la singularité du territoire et d'abord se concentrer sur la qualité globale de l'accueil, de l'expérience, en construisant des offres touristiques au sein d'un écosystème intégré à la vie de la cité et en impliquant fortement les habitants. Cette dynamique de participation des habitants, j'y insiste pour terminer, elle est absolument jugée essentielle aujourd'hui dans la transformation de notre modèle touristique et sur le fait de pouvoir renouveler et d'offrir d'autres offres touristiques, que ce soit à un public français ou à des visiteurs internationaux. Cela rejoint cette notion de voyage associé à la rencontre, à l'humain, un tourisme de sens qui est aujourd'hui de plus en plus plébiscité. Enfin, tout cela ne peut se construire, puisque la culture est essentielle dans ses stratégies et dans ses développements au service des territoires, que dans des synergies renouvelées entre les acteurs de la culture, les acteurs du tourisme, qui sont présents à l'échelle locale. C'est ce à quoi nous travaillons, notamment au ministère de la Culture, en lien avec le ministère du Tourisme, en lien avec d'autres ministères, et aussi, surtout, en s'appuyant sur la force des réseaux culturels et patrimoniaux qui sont présents sur l'ensemble du territoire, des réseaux nationaux, dont les petites cités de caractère sont un magnifique exemple. Nous le faisons notamment à l'occasion d'événements, d'actions, de journées qui permettent de faire se rencontrer autour de cas concrets, de projets, de retours d'expérience, des acteurs culturels et touristiques à qui nous fournissons un cadre d'échange et nous en reparlerons probablement à la fin de ce séminaire. Merci beaucoup, Nicolas. On peut peut-être couper un peu le PowerPoint, le temps des échanges. On voit bien aujourd'hui que la stratégie nationale qui se dessine effectivement et qui interroge toute cette offre touristique, alors en général, mais sur la culture et le patrimoine en particulier. Est-ce qu'il y a à ce stade quelques questions que vous souhaitez poser à Nicolas Monco? Pas de questions. Il n'y en a pas qui sont passées durant la présentation. Non. Bon, écoutez, à ce moment-là, on va enchaîner. On va de toute façon revenir sur ces sujets-là dans le courant des échanges et des débats. Justement, tous ces sujets interrogent des associations comme les nôtres. On voit bien qu'il y a deux dimensions qui se dessinent autour de les destinations elles-mêmes et puis l'organisation des mobilités pour une nouvelle offre de tourisme et revenu dans les villages et les villes. Cela nous amène également à interroger notre territoire et la proposition touristique qu'elle propose. Donc, c'est un chantier, nous, qu'on a engagé au cours de l'année, enfin, au cours des années précédentes, et notamment avec un coup d'accélérateur en 2022. Et je passe donc la parole à Clémence pour qu'elle nous présente cette grande réflexion sur l'articulation entre un tourisme culturel et un tourisme durable. Bonjour à tous. Un petit problème technique qui m'empêche de passer à la diapositive suivante. C'est bon. Donc, Clémence Bonnet, chargée de mission tourisme durable à l'association Petit Caractère de France. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt notre stratégie touristique et l'impact qu'ont eu toutes ces tendances émergentes que présentait justement Nicolas sur notre réflexion. Donc, ça nous a notamment poussé à nous questionner sur est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, on pouvait déjà appeler nos petits caractères comme des destinations culturelles et durables.
et savoir, si ce n'est pas le cas, quelle marge de progression nous avions pour la suite et sur quels axes nous orienter. Donc, toute cette réflexion nous a amené déjà à faire un premier état des lieux, savoir où on en était et qu'est-ce qu'il nous restait à faire. Et les principaux constats qu'on a tirés, c'est déjà que nos petits caractères ont déjà bien fait un travail sur la connaissance de leur patrimoine. Donc, elles ont bien identifié leur patrimoine architectural, leur petit patrimoine également, pour identifier ce qu'elles souhaitaient présenter aux touristes et, et leur raconter leur patrimoine et leur histoire. Un autre travail qu'elles ont commencé à mener, c'est la création d'une offre touristique, parce que ce travail d'inventaire n'a de sens que si derrière on propose aux visiteurs un itinéraire qu'on leur suggère de visiter et qu'on les amène de lieu d'intérêt à un autre lieu d'intérêt pour leur construire tout simplement un itinéraire de visite. Nous, la proposition qu'on a faite est celle d'une randonnée urbaine. Donc avec le document que vous voyez là, celui de Rochefort-en-Terre, qu'on appelle le parcours de découverte, on incite aux visiteurs à découvrir nos cités, à se déambuler dans la cité pour découvrir ce qui fait patrimoine pour les communes. Et un autre document qui peut aussi aider les visiteurs à découvrir ces cités, c'est le plan Cavalier qui est juste à droite, qui fait aussi partie du support de parcours de découverte et qui permet aux communes notamment d'identifier un périmètre qu'elles jugent plus intéressant pour les visiteurs avec un jeu de couleurs et de noir et blanc pour inciter les visiteurs à déambuler dans le quartier pressenti. Mais au-delà de ce travail qui est déjà acquis par un bon nombre de nos caractères, on a aussi des ambitions pour la suite et des choses sur lesquelles on aimerait avancer. Donc, on a tout un travail autour de la mise en récit des cités et notamment sur comment raconter l'histoire, la culture et l'identité de nos petits caractères et raconter et montrer en fait qu'elles sont toutes différentes et qu'elles ont toute une identité bien atypique. Ce travail-là, il commence peu à peu à être fait par nos cités, donc c'est encore en stade d'expérimentation, mais il y a déjà plusieurs de nos cités qui travaillent sur l'intégration du patrimoine immatériel, mais aussi le patrimoine naturel. Pour l'instant, on était plutôt sur le patrimoine bâti, le patrimoine architectural, mais pour raconter l'identité des cités, il y a des patrimoines qui sont indispensables à prendre en compte. Et donc, les photos d'illustration que vous pouvez voir témoignent de ces expérimentations. Donc, la première, vous aurez reconnu, j'imagine, le chausson aux pommes. Ça, c'est une de nos petites caractères de Pays de la Loire, Saint-Calais, qui travaille sur ce produit gastronomique pour raconter l'identité de la cité et qui travaille autour d'une légende qui met en avant le chausson aux pommes. Et elle arrive de cette manière à réunir ses habitants, mais aussi les visiteurs, notamment avec une fête qui fait la promotion qui met à l'honneur ce produit gastronomique. Mais c'est pas forcément, ça peut aussi être sur le patrimoine matériel plutôt au sens des savoir-faire, donc notamment le vitrail que vous avez tout en bas avec la petite caractère d'Ars du Châtel en Grand Est, qui a un projet de réhabilitation sur l'ancienne prison pour une maison du vitrail. Et pareil, elle arrive aussi, elle va arriver parce que c'est un projet qui est encore en cours, à réunir ses habitants et ses visiteurs en découvrant les savoir-faire liés aux vitraux et grâce à des expositions ou même des initiations pour qu'ils puissent directement se mettre à l'essai. Et on a aussi des cités qui travaillent sur le patrimoine naturel, comme Nanteuil-en-Valais, qui se situe en Nouvelle-Aquitaine, et qui raconte l'histoire de sa cité grâce à un cours d'eau, à une rivière, qui a déjà été là au prémisse de la construction de la cité, qui a été là aussi pendant l'âge d'or de la cité, notamment avec tous ses moulins, et qui est encore là aujourd'hui et qui raconte bien l'histoire de la cité avec beaucoup de maisons qui sont situées juste au-dessus de ce cours d'eau. Un autre projet d'expérimentation, c'est le travail autour du tourisme expérientiel. C'est une tendance dont on n'a pas encore parlé pendant ce webinaire, mais c'est une tendance qui concerne aussi beaucoup de nouveaux visiteurs. Et ce travail, notamment d'intégration du patrimoine immatériel, ça nous met un petit peu dedans parce que les visiteurs veulent, beaucoup en tout cas, commencent à vouloir être acteurs de leur visite, à sortir du schéma un peu passif qu'on a notamment avec les visites guidées et un peu avec notre randonnée urbaine finalement, puisqu'elle est plus basée sur la déambulation que vraiment la participation à l'expérience.
Et donc, ils veulent se sentir inclus dans la visite, que ce soit par leur corps, finalement, avec des actions concrètes, ou aussi par l'esprit, donc par la réflexion ou encore les émotions. Et donc, ce sont aussi des choses sur lesquelles travaillent certaines de nos petits spectaculaires, pardon, comme celle de Quintin en Bretagne, qui est plutôt son château, donc qui est un propriétaire privé, qui a construit toute son offre de visite sur le jeu et qui propose notamment aux visiteurs des murder parties où le visiteur doit résoudre une enquête policière. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va découvrir l'histoire du château, mais aussi l'histoire de la région bretonne. Et donc, plus largement, ce travail nous a aussi permis de redéfinir les promesses touristiques que faisait la marque de Petite Caractère. Donc, qu'est-ce que le visiteur attend quand il visite une Petite Caractère? Qu'est-ce qu'il attend au final pour un peu toutes les Petites Caractères? Donc, les promesses sont affichées à l'écran sur la slide, mais c'est surtout donc, la valorisation du patrimoine, la valorisation des patrimoines, patrimoine bâti, patrimoine immatériel, patrimoine naturel, tous les patrimoines, et aussi une relation privilégiée au temps. Est-ce que le visiteur doit et a envie de prendre son temps pour visiter une petite caractère, prendre son temps pour déambuler dans l'espace, la découvrir comme il souhaite, faire son propre chemin, et aussi prendre son temps pour aller à la rencontre avec les autres visiteurs, mais aussi surtout les habitants et les commerçants, tous les usagers de la cité. Et c'est en cela qu'on a abouti à la conclusion qu'on commençait déjà à faire du tourisme durable et qu'on pouvait d'ores et déjà se positionner sur le segment du tourisme durable. Je ne vais pas m'étaler sur la définition du tourisme durable, mais on vous l'a remis à l'écran aujourd'hui pour bien comprendre que le tourisme durable, en fait, c'est ni plus moins que l'application du développement durable et surtout ces trois piliers, donc, qui sont l'économie, l'écologie et le sociétal, sur lesquels on travaille aujourd'hui, pour lesquels on a quand même des marges de progression à faire. Je pense surtout au pilier écologique et économique. Le pilier social, on travaille énormément dessus, notamment avec le travail qu'on mène sur le projet de droit culturel. Mais c'est donc quelque chose sur lequel on peut déjà se positionner aujourd'hui. Par contre, la difficulté, c'est de comment montrer aux visiteurs en quoi on répond à leurs attentes et comment toucher les visiteurs qui souhaitent se diriger vers des prestations plutôt responsables et plutôt éco-culturelles. Et une des difficultés qu'on a eues, c'est toutes les appellations. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé pour l'instant que de tourisme durable, mais ça se décline sous nombre d'appellations. Le tourisme équitable, tourisme social, etc. Et aussi les labels. C'est difficile autant pour les consommateurs que pour les acteurs du tourisme de savoir qu'est-ce qu'elles regroupent finalement. Et donc, même pour nous, on a dû mener ce travail pour comprendre vraiment et sur quel champ se positionner. Une autre difficulté, c'est qu'elle ne regroupe pas forcément toutes les trois piliers du développement durable. C'est pour ça qu'on est resté nous sur vraiment la définition du tourisme durable. Si je prends par exemple l'exemple de l'écotourisme qui se centre vraiment sur la découverte d'un espace naturel, ou encore le tourisme solidaire qui est une forme un peu alternative de voyager qui propose aux visiteurs de participer directement à un projet de développement de la commune et qui propose aux visiteurs d'apporter quelque chose à la population locale. C'est des termes qui sont un peu complexes et dont on ne sait pas énormément toujours, en tout cas, ce qui le recoupent. Et pareil pour les labels, là, vous avez un extrait d'un article du groupe Excedia qui présentait et qui faisait une belle comparaison sur la jungle des labels. Moi, personnellement, je ne les connais pas tous ceux qui sont à l'écran, et encore, c'est pas exhaustif, il y en a énormément d'autres. Il y a aussi beaucoup de labels que je connais, mais je ne sais pas sur quels piliers sont-ils et quels sont leurs référentiels. Et ce travail, le groupe des acteurs du tourisme durable, dont on est membre, dont on est partenaire, a fait un gros travail sur ces référentiels pour comprendre sur quoi ils se basaient et pour donner toutes les clés nécessaires de lecture aux acteurs du tourisme, notamment à travers un guide qui s'appelle la démarche de labellisation pour les consulter. Et donc, nous, notre proposition pour se positionner sur la notion de tourisme durable a été de formaliser un plan d'action pour réunir vraiment tout notre réseau et tout l'ensemble de nos communes. Et ce plan d'action, on l'imagine sur plusieurs années. Ça peut paraître peut-être surprenant face aux urgences climatiques, économiques, sociétales qu'on connaît aujourd'hui.
Mais c'est l'idée vraiment de prendre son temps pour accompagner nos cités dans l'ensemble de leur transition. Et donc, ce plan d'action, on l'a imaginé en trois axes différents. Donc, le premier axe autour du renforcement de la force et la légitimité de notre réseau. Donc, je pense par exemple au travail qu'on mène sur les métiers d'art ou encore sur les animations qu'on a développées au sein du réseau Petite Caractère, notamment l'exemple des dimanches de caractère qui a été proposé initialement dans un réseau départemental en Sarthe et qui maintenant vise à se nationaliser. Le deuxième axe est autour de l'accompagnement de nos cités dans leur transition. On va travailler avec elles pour les accompagner sur la mise en étape de leur cité au sein des itinéraires de randonnée pédestre, équestre, qu'on mentionnait tout à l'heure, et aussi pour leur programme d'accueil, pour qu'elles aient vraiment un programme un schéma qui accompagne les visiteurs depuis son arrivée jusqu'à son départ. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 220 communes dans notre réseau et on a toutes des hétérogénéités entre leur développement touristique. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à une montée en qualité et d'essayer d'homogénéiser leur mise en tourisme pour proposer des prestations et une offre de tourisme de qualité. Et le dernier axe de ce plan d'action est autour du partage de notre démarche. Parce qu'une des choses importantes quand on essaye de faire du développement durable, c'est de déjà mesurer nos actions, voir si elles marchent, voir si elles fonctionnent, mais aussi de les partager et de partager nos bonnes pratiques comme les choses qui peuvent moins marcher pour essayer de travailler ensemble. Et ce sera mon dernier mot pour travailler en synergie et aller dans une même direction. Merci Clémence. Alors, on voit bien à travers cette présentation et cette approche très transversale, hein, cette approche, comme pour le développement durable, l'approche tourisme durable nous amène vraiment à interroger le projet dans toutes ses dimensions. C'est tout l'enjeu, effectivement, de ces approches. On va peut-être couper le PowerPoint, le temps des échanges. Alors, deux questions. La première est plus pour vous, Nicolas Jean, Nicolas Monco. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence ou vraiment entre pardon, je le reprends tel que c'est formulé. Est-ce que tourisme de proximité et domestique sont-ils similaires, complémentaires ou en opposition? Est-ce que ce sont deux notions qui apportent une petite différence quand on appréhende la notion de tourisme de proximité ou la notion de tourisme domestique? Nicolas Monco, peut-être pour commencer, puis je ne sais pas, Nicolas Jean, vous pouvez peut-être compléter par rapport à votre expérience en office de tourisme. La notion de tourisme domestique est une notion à la fois économique et celle des statisticiens en France. Ça concerne le tourisme des Français en France, de tous les Français, le tourisme intérieur, le tourisme national. À la différence, le tourisme de proximité est, comme j'en donnais quelques exemples très rapidement dans mon intervention, un tourisme intra-régional. Alors ensuite, il y a beaucoup de définitions. Est-ce que c'est 100 km, 200 km? Mais c'est à une échelle beaucoup plus micro. Donc, les régionaux dans leur propre région, et y compris peut-être les régions qui sont mitoyennes, juste périphériques. C'est donc surtout un tourisme qui repose sur l'excursion, c'est-à-dire un déplacement dans la journée. Je pars le matin, je rentre le soir, ce qui pose d'ailleurs une question tout à fait importante, qui est de comment arriver à transformer ce tourisme de proximité en un véritable tourisme, c'est-à-dire que l'on passe la nuit, y compris, par exemple, dans la destination et qu'on puisse y passer 2 ou 3 jours et non pas simplement une seule journée. Voilà, c'est les enjeux actuellement de la profession. Donc, je terminerai également en disant que pendant des années, la France a été considérée comme le leader de la fréquentation internationale, la première destination en termes de tourisme étranger, mais n'oublions jamais que les premiers visiteurs de la France restent en dépenses touristiques et en flux les Français. C'est les Français qui restent loin devant les visiteurs internationaux. Près de 2 tiers du tourisme en France repose sur le tourisme domestique. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, effectivement, c'est encore une partie encore plus prégnante en fait en Bretagne, sachant effectivement qu'il est démontré que les Bretons consomment le tourisme en Bretagne avant toute chose. Donc ça montre aussi un sentiment d'appropriation et aussi une volonté très très forte
de découvrir le territoire sur lequel ils sont amenés à vivre. Et puis après, effectivement, il ne vous a pas échappé qu'on a traversé aussi très récemment donc, une période qui s'appelle le Covid, qui a complètement rebattu les cartes aussi en ce qui concerne le tourisme de proximité, sachant qu'effectivement, il y avait une clientèle française qui avait tendance à prendre l'avion et à partir à l'autre bout du monde. Et durant les 2 dernières années, effectivement, ces personnes-là ont peut-être revu leur position, soit pour des questions éthiques ou aussi pour des questions aussi typiquement sanitaires. Et on s'est vraiment rendu compte que dès la réouverture en fait en 2020, qu'il y a eu un influx massif de clientèle française qui s'est réapproprié le tourisme en France et particulièrement la Bretagne. Enfin, je parle de ce que j'ai pu constater, de ce qu'on a pu constater à l'échelle du Morbihan et typiquement à Rochefort-en-Terre. Donc, effectivement, c'est une notion qui est très, très mouvante et qui est aussi sujette à plein de paramètres sociétaux et aussi sanitaires. Je pense que c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête désormais. Merci à tous les deux. Et on a également une question sur les dimanches, entre guillemets, des petites cités de caractère. Alors, comme on a en back-office et à la régie Valérie qui s'occupe chez nous justement et qui pilote ce projet, je vais la laisser répondre sur une petite présentation des dimanches de caractère. Oui, bonjour à tous. Donc, Valérie Bouvet-Genome, moi je suis chargée de développement pour le réseau des petites cités de caractère. Et j'interviens aussi sur le réseau de la Sarthe où on a initié effectivement depuis 2007 un événement qui s'appelle les Dimanches de caractère qui correspond tout à fait au tourisme durable aujourd'hui puisqu'on s'intéresse principalement à un public de proximité qui vient découvrir en fait un aspect particulier des petites cités de caractère, à savoir des sites souvent inaccessibles habituellement et qui peuvent privilégier la rencontre avec les habitants notamment, puisqu'on va leur donner la parole, on va leur favoriser la découverte de leur savoir-faire, d'épisodes qu'ils auront pu vivre dans leur ville. Et on va aussi associer ces découvertes-là à la gastronomie, puisqu'on a toujours des petits temps d'échange à la fin autour de la dégustation de produits issus de la ville. Donc c'est vraiment un véritable moment de convivialité entre la rencontre des patrimoines pas forcément abordés habituellement et la rencontre des habitants. Voilà, donc on touche essentiellement en fait un public de proximité, donc à la fois les habitants même des communes, mais aussi on va dire sur un public autour de 30 km autour de la commune en question. Et ça favorise aussi la découverte de l'ensemble des petites cités participantes, puisqu'on a beaucoup de publics qui vont faire plusieurs dimanches de caractère. Donc aujourd'hui, c'est un événement qui continue en Sarthe, hein, bien évidemment, mais qui cette année s'est un petit peu propagé dans d'autres régions de France, puisqu'on en a eu cette année un programme sur la région Normandie et aussi sur la région Grand Est. Nous en reparlerons. Nous voulons organiser un prochain webinaire sur le thème justement de la participation et puis le travail qu'on a fait sur l'inscription des préceptes des droits culturels dans notre projet et dans les petites cités de caractère. Et une manifestation comme les dimanches de caractère est une des traductions concrètes de justement cette idée de rencontre, de mettre l'habitant au cœur du projet. Il y a d'autres pistes. J'ai vu passer un message sur le récit commun, sur l'inscription du récit même dans le projet de développement et d'urbanisme. Mais là, on trouve que c'est vraiment une forme de tourisme qui correspond bien à cette idée de rencontre entre un visiteur, une cité, ses patrimoines et ses habitants. Donc, une manifestation pour l'instant qui se déploie dans quelques départements et régions, mais on réfléchit très sérieusement à élargir, à lui donner une dimension un peu plus importante à l'échelle nationale. Alors, ces webinaires, c'est aussi surtout l'occasion de partager avec vous des retours d'expérience. Donc, on a demandé à 2 communes de nous faire un petit retour. 2 communes qui sont des hauts lieux du tourisme et quelque part, justement, victimes de leur succès. Donc, 2 communes qui disent on ne souhaite pas être que des villes touristiques. On souhaite vraiment, avec notre culture et notre patrimoine, explorer des voies pour être aussi des vives à l'année. Donc, 2 retours d'expérience différents, vous verrez, par rapport aux communes qui sont présentées, mais cette même ambition, et qui correspond tout à fait au projet des petites cités de caractère, d'articuler l'attractivité, la qualité de vie et l'accueil du tourisme.
Alors, on va commencer par le Croisic. Merci beaucoup, Jean-Pierre Legrand, d'être présent avec nous pour ce matin. Et je vous laisse présenter l'expérience du Croisic. Eh bien, bonjour. Donc, je suis effectivement Jean-Pierre Legrand, adjoint aux affaires sociales de la ville du Croisic, vice-président des petites cités de caractère en Pays de la Loire. Donc, d'abord, je vais vous présenter ma commune. Le Croisic, c'est une commune de Loire-Atlantique et située entre l'estuaire de la Loire et de la Vilaine, sur une presqu'île de 450 hectares, ce qui a énormément d'importance puisque nous sommes contraints et bien bloqués pour les constructions, puisque nous sommes une presqu'île dans le même cadre que ce que vous voulez par là de Quiberon. Sa population INSEE est de 4 100 habitants en hiver pour passer à 30 000 en été. Depuis la période Covid, nous estimons que la moyenne de résidents à l'année est approximativement de 7 500 habitants pendant 10 mois. Son office de tourisme est indépendant, ce qui permet de mieux gérer à l'année la promotion et la fréquentation. L'accès au Croisic se fait par une ligne TGV directe Paris-Montparnasse-Le Croisic et en un peu plus de 3 heures. Par la route, une 4 voies venant de toutes les grandes agglomérations de la région arrive directement à Guérande pour desservir toute la côte. Le Croisic, c'est une destination incontournable de la presqu'île guérandaise. S'inscrit depuis plusieurs années dans une démarche touristique ayant pour objectif la valorisation de son patrimoine. Fiers de l'histoire de leur port de pêche et de commerce, les acteurs du territoire, tous secteurs confondus, contribuent donc à cette valorisation des monuments, savoir-faire et patrimoine immatériel. La politique touristique de la ville du Croisic s'est, et ce depuis de nombreuses années, orientée vers la mise en avant de son patrimoine bâti, naturel et immatériel. L'Office du tourisme du Croisic, outil de la mise en application de cette politique touristique et ambassadeur de la destination, contribue à cette valorisation via des actions de promotion et l'élaboration de nombreuses manifestations. Ces nombreux atouts ont permis à la ville du Croisic d'être labellisée petite cité de caractère en 2006. Depuis 2020 et jusqu'en 2026, nous avons signé une profession de foi pour un engagement dans un tourisme durable et maîtrisé avec l'obtention de la reconnaissance du département d'aménagement pour les vélos, locaux sécurisés à la gare, bornes pour recharge de batterie, vélos et voitures. À l'Office de tourisme, le label vélo avec hébergement spécifique, point de ravitaillement d'eau, recharge téléphone, kit réparation vélo. Nous avons également la reconnaissance départementale pour les parcs et jardins. Nous avons eu une réflexion sur les circulations douces, qui devient compliquée, avec l'afflux et sans solution malheureusement à ce jour. La mise en sens unique de nombreuses voies et une piétonisation de petites rues rend le séjour et la visite plus agréables. Au Croisic, pas de stationnement payant, ce qui incite le touriste à rester plus longtemps en cœur de ville et les parties arrière, surtout en dehors de la saison, ce qui est l'objectif recherché. Le problème, c'est la canalisation des flots, surtout au grand week-end, mais également donc en juillet et en août. Se pose le problème de la préservation environnementale. Pour exemple, le sentier côtier hyper fréquenté, mais malheureusement sans solution. Les accès posent la question du stationnement des véhicules. Nous allons être obligés donc de faire des mises en place de potelets le long de la côte pour limiter le stationnement des camping-cars, pour limiter également le stationnement sauvage dans n'importe quel endroit. Se pose aussi la question pour une réflexion sur l'hyperpromotion touristique que les habitants croisiquais subissent dans les parties les plus fréquentées, en particulier les quais, le port, et finissent par ne plus s'y rendre, surtout en été où la population est d'une telle intensité. Un projet touristique
Avec l'Université de Nantes est en relation, un projet donc, touristique avec l'Université de Nantes en relation avec l'aménagement du parc de Penavels. Nous avons donc un projet qui c'est une convention. Le porteur de ce projet pour la conception et la réalisation d'un circuit touristique dont la thématique est le vent. Le projet de circuit intégrera les dimensions historiques et de patrimoine immatériel de la cité. Il se développera dans un rapport nord-sud du territoire, du port à la côte sauvage du Croisic, en traversant le parc de Penavels. Monsieur Philippe Lacroix, donc subdélégué au patrimoine, et Monsieur Laurent Dilpire, directeur du patrimoine de la ville du Croisic, travaillent ensemble avec la collaboration de l'OPCI et Ethnodox et de l'association des PCC partenaires de la ville du Croisic. Voilà donc nous, notre travail et notre obsession, c'est de faire venir le plus souvent possible les gens. Mais par contre, il y a des contreparties qui sont vraiment astreignantes puisque nous sommes, pour ainsi dire, en saturation. Nous cherchons aujourd'hui et nous réfléchissons comment dominer et régir donc cet afflux de monde que nous avons surtout l'été. Par ailleurs, en ce qui concerne l'immatériel, nous avons donc, par l'intermédiaire de M. Philippe Lacroix, qui est subdélégué au patrimoine et en même temps scénariste, récolté les souvenirs de nos habitants sur la vie locale au départ du renouvellement des métiers de la mer. Nous avons une collection de plus de 70 reportages et commentaires de vieux croisiquais, depuis le pêcheur, en passant par les anciennes femmes qui travaillaient dans les usines à sardines, en passant également par le mécanicien, par le menuisier également, le charpentier bateau, qui est mis à la disposition de la population et de tous les tourismes à la médiathèque, qui est à proximité donc des quais. Voilà ce que j'avais à dire sur ma présentation sur le tourisme en ce qui concerne notre expérience du Croisic. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, une question que nous avons sur, tu vas parler donc de la question du stationnement. On a vu passer également dans le PowerPoint la question de la saisonnalité quand il faut traiter du sujet des déchets. Il y a une question également sur comment est-ce que vous gérez la problématique de développement des meublés de tourisme au détriment de l'habitat local, notamment de location à l'année. Justement, c'est un problème qui est vraiment très important chez nous. Je m'occupe également donc, de tout ce qui est logement. Je peux vous dire que dans le parc privé, nous avons perdu 10% de location. Nous sommes donc atteints par le phénomène Airbnb, où les gens préfèrent louer donc 3 jours ou 4 jours au détriment d'une location donc annuelle et même des locations donc saisonnières. Donc, comme il n'y a pas encore si longtemps, les gens louaient pour 10 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois. Ceci est maintenant obsolète. On se retrouve juste avec des locations au grand maximum d'une semaine et l'hôtellerie est archi complète également. Nous sommes confrontés également donc tout ce qui est restauration donc à une absence de main-d'œuvre. L'image par elle-même en pâtit, puisque les gens viennent et se plaignent par retour donc auprès de l'office d'un service qui est beaucoup trop long, de ne pas trouver de place. Donc ce phénomène touristique d'envahissement a des conséquences énormes donc, sur la situation et la réputation de notre commune. Et sur ces sujets-là, est-ce que la collectivité peut justement agir, accompagner le secteur privé sur les questions, par exemple, de main-d'œuvre? Le problème que tu dis là, Laurent, c'est que c'est le cas sur toute la côte de chez nous. Hein. On part depuis Pornichet, on remonte Pornichet, La Baule, le Pouliguen, Bas-sur-Mer, le Croisic, et on va au-dessus jusqu'à Piriac, qui est également PCC. Donc, toutes ces communes sont confrontées à ce même problème. Nous avons donc aujourd'hui 65%
de maisons qui sont fermées l'hiver, mais par contre qui sont en maintenance permanente. Donc, une main-d'œuvre pas assez importante, que l'on retrouve également partout aujourd'hui. C'est une main-d'œuvre qui est très difficile à trouver et donc très compliquée à gérer et encadrer. Merci beaucoup pour ce sujet. Et c'est vrai, enfin, je voudrais vraiment appuyer sur le travail qui est fait au Croisic, qui pour nous est un laboratoire de la connexion en fait entre le patrimoine immatériel et le patrimoine bâti, justement pour vraiment avoir garder la mémoire, le patrimoine. On sait que dans ces stations, parfois, la promotion immobilière marque des ruptures des fois dans l'histoire de la cité. Et là, il y a une action extrêmement volontaire au Croisic qui, pour nous, fait référence sur préserver cette mémoire comme facteur d'intégration justement des nouveaux habitants ou des habitants saisonniers dans la cité. Une autre question. Trop de touristes, plus le tourisme. C'est tout l'enjeu justement d'arriver à trouver ces points d'équilibre entre l'habitant et le touriste qui participe et qui ne soit pas un parasite. Et ben, ça me fait, je crois, une transition avec Rochefort-en-Terre, puisque c'est vraiment le sujet qu'as-tu affronté et qu'affronte encore la commune sur la notion un peu de trop de tourisme. Et ça, Nicolas Jean, je vous laisse le présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Merci Laurent. Donc oui, je suis Nicolas Jean, je suis le directeur de Rochefort-en-Terre Tourisme. Donc Rochefort-en-Terre est une commune qui est située dans le Morbihan, une petite commune d'à peine 700 habitants, qui est vraiment qui n'est pas très étendue, sachant qu'effectivement elle comporte uniquement 122 hectares. En termes de sociologie et de démographie, donc effectivement, c'est une commune rurale. Avec une démographie qui va décrescendo depuis maintenant plusieurs années. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rochefort-en-Terre est une petite commune, donc à peine 700 habitants, qui a les problématiques globalement d'une ville de 20 000 habitants en termes de flux touristique et en termes d'attractivité. En lien avec ça, au titre du tourisme, Rochefort-en-Terre possède et bénéficie de plusieurs labels, dont celui des petites cités de caractère, ville et villages fleuris 4 fleurs, et puis également aussi les plus beaux villages de France. Et en parallèle de ça, vous allez me demander, mais je ne parle pas du village préféré des Français. En fait, le village préféré des Français, ce n'est pas un label, c'est un prix télévisuel qui a été remis à Rochefort-en-Terre il y a maintenant de ça 6 ans et qui a provoqué un véritable tsunami touristique. Donc, effectivement, on cherche un petit peu à tourner la page aussi par rapport à cette situation. Donc, au niveau de la slide suivante, on voit effectivement Rochefort-en-Terre vue du ciel, sachant effectivement que c'est vraiment un village qui est très, très concentré, avec dans la partie basse l'église, qui s'appelle Notre-Dame de la Tronchée, et dans la partie haute, le château que l'on voit aussi sur ce visuel-là, et le plan cavalier aussi, qui permet effectivement de bien se rendre compte de la disposition, on va dire, spatiale du village de Rochefort-en-Terre, qui est vraiment structuré autour d'une rue centrale. Et après, on invite aussi, autant que faire se peut, la clientèle touristique à aller dans les Venelles pour découvrir autrement le village. Donc, globalement, au niveau de Rochefort-en-Terre, il y a entre 600 et 800 000 visiteurs par an. On a aussi une particularité, c'est qu'effectivement, on accueille évidemment du monde d'avril à septembre. Et en décembre, on en met une petite couche avec les illuminations qui se déroulent du dernier week-end de novembre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Donc, ça dure environ 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, c'est entre 150 et 200 000 visiteurs qui sont accueillis, sur un temps restreint, sachant que qui dit illumination dit effectivement animation et activités proposées à la tombée de la nuit, de 17h30 jusqu'à globalement 22h. Donc c'est un double effet ciseau qui est problématique et qui contraint effectivement la mairie à une organisation spécifique. En lien avec ça, il y a un musée unique en Europe qui s'appelle le Maya Museum, c'est le musée des arts de l'imaginaire et du fantastique.
Et aussi, une autre particularité à Rochefort-en-Terre, c'est qu'il y a 70 commerces qui sont, pour la très très grande majorité, orientés en direction de la clientèle touristique. En disant ça, je vais encore aller plus loin, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour trouver une baguette de pain à Rochefort-en-Terre, c'est impossible, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de boulanger. Voilà, donc la mairie est en train de travailler sur cette question-là de manière à ce que un local soit réaffecté à la mise en place d'un boulanger, mais en l'état actuel des choses, les habitants de Rochefort-en-Terre ne peuvent pas acheter le pain dans le village. En tant qu'office de tourisme, donc, on est ouvert plus de 300 jours dans l'année. On propose des visites guidées donc, pour groupes et individuels, là aussi, durant toute l'année. Et une base de loisirs donc, qui propose une complémentarité en termes d'activité et de loisirs est proposée donc, à 15 minutes à pied. Donc là aussi, c'est important pour nous d'avoir cette notion-là. Donc, quelques photos d'illustration qui permettent aussi de mettre en avant le patrimoine diversifié de Rochefort-en-Terre. Sur la slide précédente, Clémence, si c'est possible, simplement, voilà, donc là, ce sont les illuminations en version rêvée, et la slide d'avant en version qu'on va qualifier de subie. Effectivement, c'est quelque chose qui se passe ponctuellement. Après, je n'ai pas forcément envie que cette image-là soit clairement associée à Rochefort-en-Terre, sachant que ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, quand on parle de surtourisme, ça concerne à peu près entre 12 et 15 jours dans l'année, donc essentiellement durant les illuminations. Mais c'est vrai que là, à l'instant où je vous parle, on est en plein dedans. C'est une évidence que si vous venez ce soir à Rochefort-en-Terre, peut-être qu'il n'y aura pas autant de monde que ça, mais il y aura du monde et ce sera bien vivant. Et évidemment, les commerçants y trouvent leur compte. En lien avec ça, donc le Naya Museum donc, que j'évoquais à l'instant. Il y a également aussi l'office de tourisme qui est situé donc, dans les anciennes halles. On propose donc des visites guidées. Donc avec en toile de fond donc Notre-Dame de la Tronchette, donc c'est l'église qui est en contrebas dans le village, et puis aussi donc la fameuse base de loisirs que j'évoquais à l'instant et dont l'office de tourisme a la gestion. Donc en lien avec ça, donc il y a donc les engagements qu'a pris la mairie de Rochefort-en-Terre pour tenter de fluidifier, d'améliorer les choses en termes de développement touristique. Donc c'est l'ouverture d'une boulangerie qui va voir le jour, donc on l'espère en 2023. Il y a un projet de refonte de la salle polyvalente. Il y a aussi donc une étude diagnostique qui a été faite en partenariat étroit donc avec un cabinet d'études en ce qui concerne donc les vestiges et les remparts du château, qui sont vraiment très très présents en fait dans l'architecture du village de Rochefort-en-Terre. Il y a aussi l'aménagement et la valorisation des entrées de bourg et le lien aussi donc avec les connexions douces, sachant que quand on parle de développement durable, il y a aussi effectivement l'itinérance douce qui est primordiale et centrale, de manière aussi à désaturer aussi l'emprise de la voiture en périphérie de Rochefort-en-Terre. Donc, on est accompagné aussi sur cette thématique-là par le cabinet des maîtres du rêve, dans le cadre donc, du dispositif régional site d'exception naturelle et culturelle, donc avec un audit de la commune. Donc tout ça, ça a été aussi rendu possible avec des interactions profondes et étroites donc avec le réseau des petites cités de caractère de Bretagne, et avec aussi donc, des propositions d'aménagement de la place de la mairie et une étude complémentaire sur le devenir du château. Donc, quelques visuels d'illustration pour aborder les choses. Donc là, vous avez une vue donc, sur une des tours qui concerne donc, les vestiges donc, des remparts du château. En lien avec ça, donc, il y a aussi, donc, effectivement, là on est vraiment sur la place du Puy, donc c'est la place emblématique de Rochefort-en-Terre qui est vraiment très, très appréciée de la part de la clientèle touristique. On continue un petit peu donc, et on rentre un peu plus dans le détail avec donc, les différents plans d'architectes sur lesquels donc, la mairie est en train d'avancer en lien donc, avec la refonte des entrées de bourg de manière à ce qu'il y ait une fluidification pour accéder encore plus facilement et de manière plus simple au village de Rochefort-en-Terre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie prise en considération effectivement donc, de la thématique touristique au sein du village de Rochefort-en-Terre, sachant que, je me répète, c'est 70 commerces qui sont tous orientés en direction de la clientèle touristique. Et après, donc, on cherche aussi à travailler, nous, en tant qu'office de tourisme, sur la valorisation et la mise en avant donc, de tout ce qui est itinérance douce par le biais donc, de fiches randonnées. Donc, vous voyez un exemple ici. Et ensuite, donc, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, une étude mutualisée donc, qui a été coordonnée donc, entre l'Ocronan, qui est basé dans le Finistère, et Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, dans le cadre du dispositif site touristique d'exception naturelle et culturelle.
Donc, au niveau de cette thématique-là, il en ressort des grands axes, tels que la réappropriation en fait, du domaine public et par les habitants, mais aussi par les touristes. Donc, l'aménagement et le fleurissement donc, sont des vertus cardinales sur lesquelles donc, on cherche à se reposer, à réfléchir. Sachant aussi qu'à ce sujet-là, on a fait intervenir Franck Buffetot par le biais donc, des ateliers révélation qui ont été proposés donc, par les petites cités de caractère. Et là, ça a été aussi un espèce de laboratoire à ciel ouvert avec les habitants qui ont été amenés à contribuer sur leur vision, sur leur sensibilité et sur leur ressenti par rapport au tourisme et aux retombées que cela peut sous-entendre. Donc, évidemment, la mairie est en train de travailler sur le sujet, de s'approprier aussi cette réflexion-là, de manière à ce que ce soit suivi d'effets sur le terrain. En lien avec ça, toujours, donc, il y a irrigué depuis la rue principale, sachant que, comme je disais tout à l'heure, Rochefort-en-Terre est très, très fréquenté en fait, dans la rue principale. Mais effectivement, l'enjeu, c'est d'essayer de diluer et d'irriguer en fait, l'ensemble du village. Et donc, il y a une réflexion qui est lancée sur un circuit patrimoine de manière à ce qu'on puisse, à ce que le touriste soit invité à faire un petit pas de côté. Et à ce titre-là, il y a donc là aussi une chargée de mission qui a été recrutée et qui va donc prendre ses fonctions en début d'année prochaine, de manière à ce que la municipalité se dote de moyens humains pour travailler véritablement sur ce projet-là. Donc, si on continue, donc là aussi, donc, patrimoine de Rochefort-en-Terre, pour moi, c'est une nuance qui est très, très importante, sachant que, évidemment, Rochefort-en-Terre, de prime abord, c'est le bâti, c'est la pierre, mais pas que, parce qu'effectivement, il y a aussi la particularité de Rochefort-en-Terre qui est d'être situé, donc, de proposer en fait une approche nature dès qu'on fait un pas de côté en fait du village, sachant qu'il y a les grès, donc c'est une langue rocheuse qui est située vraiment en lisière du village et qui propose là aussi de magnifiques randonnées. Donc c'est vraiment ce dialogue entre le patrimoine bâti que représente le centre du village de Rochefort-en-Terre et cet espace naturel privilégié qui est Natura 2000 et qui est constitué donc par les grès, qui est intéressant. Donc on cherche là aussi à instaurer un dialogue, à donner du sens aussi à la structuration touristique de manière à ce que Rochefort-en-Terre soit une expérience positive, bien entendu, c'est-à-dire qu'on puisse découvrir une ambiance, une atmosphère vraiment marquante dans le centre du village, mais aussi en faisant un pas de côté, qu'on puisse prendre un grand bol d'air pur. Donc pour nous, c'est très très important. On a aussi en tête donc l'impact du tourisme et sa préservation, enfin la préservation du moins de l'environnement qui est le nôtre. Et puis c'est vraiment l'interaction entre patrimoine bâti et patrimoine paysager qui nous est cher en l'état actuel des choses. Donc pour illustrer effectivement donc, les grès, donc c'est la fameuse langue rocheuse que j'évoquais à l'instant, donc avec quelques visuels. Donc sachant que on passe d'une atmosphère donc vraiment de village en 10 minutes en fait. Là, les photos que vous voyez là sous vos yeux, on est vraiment dans cette ambiance-là suite à 10 minutes à pied en partant du centre-bourg de Rochefort-en-Terre. Donc, c'est suffisamment marquant pour être précisé. Et puis après, donc, effectivement, il y a la préservation du patrimoine, donc c'est une action du quotidien. Donc, la conservation des murs est un véritable enjeu, un véritable sujet, avec aussi, effectivement, la sensibilisation des habitants via la ZPP-AUP. Après, il y a aussi la mise en place d'un RLP, donc règlement local de publicité, de manière à ce que les commerçants ne phagocytent pas trop en fait, l'espace public, donc ça permet d'encadrer les choses. Il y a aussi une invitation donc, pour les privés à potentiellement donc, bénéficier de subventions. Et puis après, donc, au niveau du château, donc, c'est une place véritablement à part. Donc, effectivement, sur la slide suivante, donc, on peut voir le château qui, en l'état actuel des choses, est hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'il a été sauvé. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que la façade extérieure a été refaite, mais à l'intérieur, il y a vraiment un gros travail encore à fournir. Et se pose la question, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait de ce château?
tout simplement. Donc, une réflexion a été lancée. Est-ce qu'on en fait un lieu d'animation et d'événements? Est-ce qu'on en fait un lieu d'échange, un lieu d'exposition, etc. Donc, voilà, ponctuellement, c'est un lieu qui est amené à vivre, donc avec le marché des potiers, dont vous pouvez voir une photo, ou des expos. Il y a également aussi l'art dans les cités, qu'on a le plus grand plaisir à accueillir et qui a pu drainer de mémoire. Donc, c'est la slide suivante, 4000 personnes, si je me souviens bien. Donc, ça montre aussi la diversité de la clientèle touristique qui est amenée donc à franchir les portes, entre guillemets, donc de Rochefort-en-Terre. Et en lien avec ça, donc, une vue un peu extérieure, donc avec l'ancien rempart du château, qui date donc du XIIe siècle. Et puis aussi, il y a eu la réfection donc, de la chapelle, qui est aussi une petite pépite architecturale, hein, que les touristes prennent beaucoup de plaisir à découvrir. Donc là, vous avez le pendant les travaux et ensuite le après. Donc, c'est effectivement un lieu que moi je qualifie de magique, avec une atmosphère vraiment très très particulière. Et puis aussi, donc, par rapport aux différents travaux qui ont été faits dans le château, donc pour le mettre hors d'eau, hors d'air, donc là, par rapport à cette photo-là, désormais, il y a une terrasse qui a été réaménagée. Et donc, en lien donc, avec la réflexion qui est portée par le cabinet d'études, donc on en est à la phase de sélection du scénario. Donc, il y en a 3 qui sont posés sur la table. Soit ce sera un centre culturel et artistique, soit un pôle à vocation touristique ou un terre-lieu créatif. Donc là, évidemment, les concertations sont en cours, les habitants sont associés et on espère effectivement pouvoir se positionner très clairement dans les prochains mois sur un projet d'ampleur qui permettra là aussi de faire sortir la clientèle touristique de la rue principale de Rochefort-en-Terre. J'espère avoir respecté le timing. C'était parfait, Nicolas, et je te remercie. C'est vrai qu'on en était arrivé à un stade où nous, les élus de Rochefort, nous disaient ne communiquez plus sur la commune. Stop. Il y a déjà, on essaye de reprendre le contrôle de notre cité face à une surfréquentation. Et tu l'as très justement dit, l'impact du village préféré des Français a été trop important pour une commune comme Rochefort, chose qu'on a d'ailleurs retrouvée ailleurs dans d'autres territoires. 2 questions, oh non, plus que ça, 4 questions. Alors déjà, première question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez quantifié, mesuré l'impact économique du tourisme sur le budget de la commune? Et je prolonge la question, est-ce qu'aujourd'hui finalement c'est une charge ou est-ce que c'est un produit, le tourisme sur Rochefort? C'est une excellente question, parce qu'en fait, en fonction du point de vue où on se place, donc moi j'ai évidemment ma vision et ma casquette du directeur d'office de tourisme. Donc, évidemment, je vais te répondre, Laurent, et répondre à toutes les personnes qui assistent au webinaire, que le tourisme est une formidable manne et une formidable chance pour Rochefort-en-Terre, sachant que s'il n'y avait pas de tourisme, il n'y aurait évidemment pas autant de services, il n'y aurait pas autant de commerce et pas autant de vitalité, qu'elle soit économique, voire même sociétale, parce que là aussi, en parallèle de ça, il y a aussi une vie culturelle. Il y a une salle de spectacle qui s'appelle Les Temps Modernes, il y a aussi donc un bar associatif qui s'appelle le Café de la Pente, et en fait, il y a aussi une vraie vie culturelle dont peuvent bénéficier également donc les touristes. Mais, comme je disais aussi tout à l'heure en préambule, la mairie de Rochefort-en-Terre est une commune d'à peine 700 habitants, donc il y a des moyens qui sont extrêmement contraints, mais qui, malgré tout, a les problématiques d'une ville de 20 000 habitants globalement. Mais pour autant, le budget ne suit pas. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? C'est un travail en bonne intelligence au quotidien avec toute l'équipe municipale de Rochefort-en-Terre, de manière à ce qu'on puisse réfléchir et organiser au mieux la promotion touristique pour envoyer le bon message. Donc, je ne sais pas si la réponse est convenable, mais en tout cas, effectivement, c'est une thématique qui nous agite et qui n'a pas fini effectivement de nous faire réfléchir, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment… je pense qu'en l'état actuel des choses, on a la chance de pouvoir mettre le curseur à peu près où on souhaite. Donc, c'est vraiment une forme d'intelligence collective qui doit émaner
ou du moins qui doit être suivi des faits au quotidien par les mesures qui sont prises pour que effectivement Rochefort-en-Terre puisse accueillir mieux la clientèle touristique qui franchit, qui vient de rendre visite, tout simplement. Et si tu m'y autorises, moi je rajouterais quand même deux petites choses. La première, c'est que quand on regarde l'histoire un petit peu de ces 50 dernières années, c'est bien parce qu'il y avait un projet touristique qu'on a pu sauver le patrimoine et valoriser le patrimoine et faire de Rochefort une de ces pépites régionales et nationales. Moi, je vous invite vraiment à y aller. Alors peut-être pas quand il y a autant de monde dans la rue que ce qui a été mis à l'écran, mais c'est vraiment une pépite et c'est grâce à un projet touristique que le patrimoine a été sauvé et valorisé. Et le deuxième point, et ça va faire la transition avec une autre question, c'est que quand on regarde effectivement les recettes euh, générées par le tourisme pour les communes et pour les budgets des communes ou de l'intercommunalité, puisque rappelons que vous savez que la compétence n'est plus communale, la taxe de séjour, il n'y a pas beaucoup d'hébergements dans des communes comme ça qui sont des communes plus avec un effet de point de vue. Donc, et puis, il y a le stationnement. Et ça rejoint une question donc, qui est posée sur la question de comment gérez-vous les stationnements, parking relais en extérieur, pour d'interrogation. Alors effectivement, la question du stationnement est, comme je disais tout à l'heure, en fait, très très importante durant 12-15 jours de l'année, parce qu'effectivement, le reste du temps, l'accès se fait quand même de manière très très fluide. Si vous venez un 15 août à Rochefort-en-Terre, la rue principale ne sera pas bondée comme pendant les illuminations. Donc effectivement, la saison touristique 2022 a clairement été excellente. Et on n'a pas eu de phénomène de saturation à quelque moment que ce soit. Donc, ça montre que les 500 places de parking qui sont mises en place à l'échelle de Rochefort-en-Terre, hein, donc pour 700 habitants, 700 places de parking, on pourrait se dire que le ratio est complètement fou, mais en fait, ça s'explique très facilement par les flux qui sont accueillis. Mais c'est vrai que durant une douzaine de jours dans l'année, c'est plus compliqué. Et en lien avec ça, donc, la mairie a mis en place donc, des personnes qui sont situées à des points stratégiques de manière à fluidifier en fait cet afflux-là. Et c'est aussi la coordination avec les communes environnantes qui permet là aussi d'organiser vraiment en amont avec un schéma de circulation durant les illuminations. Et c'est aussi un travail qui est vraiment anticipé, main dans la main avec la préfecture, de manière à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Mais c'est vrai que la manne financière aussi et les projets touristiques à l'échelle de la mairie de Rochefort-en-Terre sont aussi financés par les parcs-mètres, tout simplement. Hein. Donc, c'est aussi une réalité très abrupte. Et c'est vrai que la mairie est très, très, très sensible à ce point-là. Donc, le touriste, quand il se gare, il contribue également à la pérennité du patrimoine, parce qu'effectivement, l'argent qui est généré donc, par les parcs-mètres sont ensuite évidemment réinvestis dans la valorisation du patrimoine et dans sa pérennité. Question également sur les actions conduites par la commune pour maintenir des activités économiques à l'année et à lutter contre la baisse de la démographie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des actions de la commune pour travailler sur ces sujets-là? Alors, en termes de vitalité économique, très concrètement, dès qu'il y a un pas de porte qui est disponible à Rochefort-en-Terre, il est déjà pris avant d'être disponible. Donc, en l'occurrence, la municipalité n'a pas forcément besoin d'aller chercher des investisseurs ou du moins des commerçants pour s'installer à Rochefort-en-Terre. Donc là, moi, c'est ce que je qualifierais être un problème de riche, hein, typiquement. Mais c'est une réalité. Et effectivement, il y a aussi une part de risque. C'est-à-dire que quel type de commerce est-ce qu'on souhaite voir s'installer à Rochefort-en-Terre? Et là, la puissance publique, malheureusement, n'a pas la main. C'est-à-dire que le propriétaire, s'il souhaite louer son local commercial à quelqu'un qui fait du Made in China, alors qu'on est en plein cœur de la Bretagne et que, évidemment, on souhaite valoriser l'artisanat local, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et puis après, donc, en lien avec la démographie, il y a aussi une importance toute particulière qui est portée donc, à l'école de Rochefort-en-Terre, qui est là aussi un vrai lieu de vitalité, hein, avec une 60aine d'enfants qui sont là. Et ça démontre aussi l'attractivité, on va dire, naturelle du territoire, avec des familles qui sont intéressées pour s'y installer, sachant que la qualité de vie à Rochefort-en-Terre est bonne dans l'ensemble.
sachant que voilà, se réveiller le matin et se balader dans le village alors qu'il est calme, sous une belle lumière du soleil levant, c'est un privilège qu'on n'a pas envie de trop partager, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre de vos présentations, de vos interventions. Il y a beaucoup de sujets qui ont été esquissés là et qui pour nous sont autant d'enjeux parce que c'est vrai que nous abordons la question du tourisme durable finalement par un biais qui est pas évident dans le prolongement de la ville durable. C'est-à-dire comment faire du tourisme durable sur de la ville durable. Et on voit bien les difficultés, ça a été un peu esquissé dans vos présentations, quand il s'agit de travailler sur les équipements publics, sur la mobilité, sur le stationnement, sur l'accès au tourisme pour tous. On le voit aujourd'hui même dans nos travaux avec Écoquartier, comment il est difficile d'appréhender la question de la saisonnalité pour connecter développement durable et tourisme durable. Donc, c'est un beau sujet, alors qui en plus rejoint ces ambitions nationales que l'on a appréhendées avec la présentation de Nicolas Monco, de faire de la France la première destination en matière de tourisme durable dans le monde. Et puis, cette réorganisation du tourisme autour des grands linéaires, ce qui nous amène à interroger nos communes en termes de destination, mais également en termes d'État. Donc voilà, autant de sujets qu'on a abordés cette année. On est en train donc de réfléchir et on va la partager avec les élus, avec les administrateurs sur une stratégie, comment ça interroge notre projet, comment ça interroge notre charte, comment ça interroge notre plan d'action pour les années à venir. Et puis au-delà de ça, de cette réflexion qu'on a conduite en interne dans les petites cités de caractère, qui peut être Il n'y a plus de son. On a perdu Laurent. Oui, il va se reconnecter. Du coup, Clément, je te laisse continuer pour présenter peut-être avec Nicolas la journée 2023. Voilà. Nicolas, tu veux prendre la parole ou je présente la rencontre? Non, je te laisse la main, Clémence. Voilà. Donc, je pense que Laurent voulait vous parler de la rencontre qu'on va organiser avec le ministère de la Culture et avec Nicolas donc, le 7 mars prochain au Mans. Donc, on vous invite tous d'ores et déjà à noter la date dans votre agenda. Donc, cette rencontre, on voudra mêler conférences et tables rondes pour qu'on aborde plus en détail cette fois-ci les thématiques qui vous concernent, les thématiques qui concernent vos communes et vos territoires. On va parler par exemple d'itinérance, d'impact sur l'environnement ou encore de la place de l'habitant. Et ce sera vraiment l'occasion d'approfondir tous ces sujets, encore une fois avec beaucoup d'expérience, donc que ce soit d'élus, mais aussi cette fois-ci d'acteurs privés et aussi d'acteurs institutionnels et de réseaux nationaux. Nicolas, si tu veux compléter, n'hésite pas. Bien, non, tu as à peu près tout dit. Cette initiative s'inscrit donc dans le prolongement du plan Destination France, le plan de reconquête et de transformation du tourisme dont je parlais précédemment, puisque le ministère de la Culture, dans la construction de ce plan, a tenu et obtenu qu'on puisse avoir quelques moyens pour organiser justement et favoriser ces rencontres culture, tourisme et territoire, incluant évidemment les élus, pour partager donc tout un tas de questionnements, mais également de bonnes pratiques au travers d'exemples concrets, ce qui nous semble être une bonne façon
de partager ces problématiques ensemble et de pouvoir progresser réellement dans l'ensemble des territoires. Voilà, donc nous sommes très au travail avec le réseau, donc Petite Cité de Caractère, avec Clémence, avec Laurent et Valérie, pour réunir les acteurs les plus pertinents, les exemples les mieux, et donc réussir cette journée qui se tiendra donc le 7 mars. Tout à fait. Et donc, on vous communiquera le programme de la journée et le lien d'inscription sera disponible en début d'année, au mois de janvier. Je vous remercie, Nicolas Monco, Nicolas Jean et Jean-Pierre Legrand pour vos retours d'expérience. Si vous souhaitez retrouver l'enregistrement du webinaire et aussi les supports de présentation, on mettra tout sur notre site internet. Donc, vous avez l'URL juste ici dans la catégorie webinaire et vous pouvez retrouver les échanges. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Et puis j'espère qu'on va retrouver Laurent quand même. Oui. Merci beaucoup. Problème de connexion. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. Merci à tous. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.